Pour faire cette communication et pour suivre cette réflexion sur mes traits, j'ai souhaité que vous ayez sous les yeux l'image de 3 revues qui ont été des revues que j'ai croisées à divers titres et avec lesquelles j'ai entretenu des rapports, qui étaient soit des rapports intellectuels, sentimentaux ou plus actifs lorsqu'il s'agissait de copublier artistes avec la Marche Vadel. Je vous parle aussi d'un point de vue un peu particulier, puisque moi je n'aime pas beaucoup la componction autour de l'existence précieuse des revues. Je ne vois pas pourquoi il faudrait parler de ça comme d'un objet fragile. Je ne parle pas non plus du côté de l'intimité que demande la production poétique. Moi, j'ai toujours eu des rapports assez conflictuels avec ça, avec cette attitude, avec cette manière de consommer. Moi, je vous fais le coup juste pour planter le clou. Je suis plutôt du côté de Houellebecq qui dit que les poètes sont des cons et que l'histoire des bons publics, des lumières dans la forêt, etc., etc. Jacques Prévert, tout ça, vous savez, il y a un magnifique article qui est une sorte de vomi sur l'attitude poétique dès qu'elle est un peu cute, comme ça. Et donc, bien entendu, en sortant, en secouant comme ça l'existence même de la poésie, il faut se souvenir que Houellebecq se présente aussi comme poète et que dans le discours toujours défait qu'il fait autour des choses, c'est souvent drôle parce qu'il arrive à pointer des absurdités, il considère que la poésie c'est tolérable qu'à partir du moment où il y a un peu de prosodie. Vous savez, c'est le rôle de Houellebecq qui remet un peu d'ordre dans la littérature après avoir foutu un bordel total, à la fois dans la pensée, dans la conception même de l'idée d'écriture. Alors moi j'ai toujours été là-dedans pour une raison extrêmement particulière, qui est que je suis tombé dans la lecture assez jeune et dans l'écriture romanesque, et que je n'ai jamais senti le besoin de ce qui serait une marge, poétique, puisque quand on remonte Diderot, Jacques le Fataliste, Stendhal, Céline, Proust, qu'on saute ensuite à l'étranger chez Dostoïevski, qu'on a lu au passage un peu de Shakespeare ou entendu de Shakespeare, on se dit que la présence de la poésie, elle est là, partout, peut-être surtout quand elle n'est pas désignée. Bon, en outre, une sorte de propension, comme ça, chez moi, je vous le fais, à la serpe, juste pour que des choses apparaissent comme ça, une propension à ne pas beaucoup supporter la figure du poète intimiste. Fort répandue dans certains ministères, comme ça, mais enfin, cette espèce de délicatesse qui voudrait qu'au nom d'une production langagière, il y ait tout à coup une nécessité presque d'être adopté. Ces profils de personnes qui... Il y a des gens qui sont adoptables, il y a des gens qui ne sont pas adoptables. Dostoïevski n'est pas adoptable. Saint John Perse est sans doute un peu adoptable, comme ça. Alors il y a un côté comme ça très tumultueux dans ce rapport à l'idée de poésie, bien que, et je ne m'excuse pas pour ce que je viens de dire, je la lise, je la connaisse, je la suis avec une attention extrême. Et bien entendu, la production des revues, souvent revues poétiques, puisque c'est l'adjectif qui arrive très vite derrière une revue, crée comme ça un interstice, un genre particulier dans la littérature, qui est fait peut-être de l'amour de la faiblesse aussi.
Alors une fois que j'ai dit tout ça et que j'ai bien noyé à la fois le poète et la pratique de la revue, j'ai dans le dos 3 revues telles quelles qui dans les années 60 apparaît dans une publication très très gaufrée comme une boîte de calisson, vous savez, assez précieux. On avait envie de l'ouvrir pour peut-être prendre une petite bêtise de Cambrai comme ça. Donc il y avait une préciosité dans l'objet lui-même qui était intéressante, mais qui était totalement décoiffante dans le contenu éditorial. Et ce contenu, c'était un mixte extrêmement étrange, donc années 60, années 70, passant par-dessus 66, 68. Donc un mixte de théorie, c'est-à-dire un rapport à une analyse de l'écriture, donc à l'époque structurale, l'ouverture à des personnalités qui étaient des personnalités très très attendues par la génération que nous étions, comme Roland Barthes, c'est-à-dire une espèce de vibrion libre, pas agrégé, pas universitaire, et qui avec une parole, une extrême précision dont on ne saurait pas du tout dire si c'est de la poésie, si c'est un univers romanesque, si c'est simplement quelque chose de la littérature qui est en train de se dire, qui apparaissait là, des universitaires très constitués et portés comme ça par l'enthousiasme de leurs lecteurs comme Michel Foucault. Michel Foucault aussi, tout en étant très, très universitaire, trouvait dans des niches comme telles quelles une manière au fond de régler le désamour que l'université avait avec lui. Puisque vous savez sans doute que c'est un des philosophes les plus productifs sur l'idée de l'art, de la morale, des faits de société, travaillant sur les prisons, les exclusions, et qui s'est fait pilonner toute sa vie, comme Barthes, par les tenants de l'université, au nom soit de choses très évidentes chez Barthes, qui était au fond sa liberté totale de produire une parole qui était comme ça une source et suivrait qui voudrait. Et chez Foucault, par exemple, une critique de ce qui était l'approximation de sa méthode. Et la chose est d'autant plus importante à pointer, puisque je crois que la vitesse et la dynamique de la pensée de Foucault faisait qu'au fond, il ne s'embarrassait pas de l'exactitude que demande l'appareil de notes que l'on demande, je crois, aujourd'hui, même aux mémoires des étudiants, comme ça. C'est-à-dire que, au fond, le discours arrivait avec un vrai dynamisme. Et il a fallu un magnifique texte de Daniel Arras, lui, très universitaire, très inventif et très méthodique, historien d'art, pour expliquer dans un très très beau texte que toutes les erreurs commises par Foucault autour de la description des Ménines de Velázquez étaient infiniment plus intéressantes et plus riches que l'orthodoxie qui faisait que une critique était en train d'expliquer que l'interprétation de Foucault était une interprétation qui ne tenait pas la route en termes de référence et de référence universitaire. Alors c'est dans ce tumulte-là qu'est apparu tel quel, qui s'est fait une injection mortelle, d'après moi, à un moment très précis de l'histoire, puisque cette équipe extrêmement précieuse et unique comme ça, qui se rencontrait là, pour certains d'entre eux sont devenus maoïstes. Alors c'était, je veux dire, c'était une sorte de coup de tonnerre dans la Sierra, parce que nous, lycéens, quand on lisait tel quel, c'était pour rencontrer le contraire de pensée normative, d'avoir des surprises, des références, de voir que c'était l'ouverture à de nouvelles pensées comme celle de Barthes, de Bataille, Joyce, Sarraute, Derrida, Michel Foucault, comme
comme une porte qui s'ouvrait comme ça et un torrent qui se déversait. L'amour pour l'œuvre de Sade, Barbé d'Aurevilly. Et voilà qu'une partie de l'équipe, Solers en premier, nous fait, après quelques voyages touristiques, comme ça, des déclarations maoïstes qui étaient, même pour une génération militante, comme nous pouvions l'être distraitement, hein, c'est-à-dire que personne n'a perdu sa vie dans cette révolution, l'apport d'une pensée systématique qui, d'après moi, ne s'est justifié finalement que par la liberté de Solers, qui n'a jamais contesté l'idée qu'il était tout à fait capable de dire des conneries comme ça, profondément. Et donc, tel quel est un peu venu mourir sur, tel quel qui continue, s'étant transformé dans l'infini, est un petit peu venu mourir par rapport à sa grande histoire sur ce moment militant assez ridicule, il faut bien le dire, puisque, à part, comment dire, se promener sur la muraille de Chine, je crois que, et faire quelques très beaux voyages, cette implication maoïste n'est pas allée très loin. En revanche, artiste, autre âge, tout ça est classé très, très chronologiquement. C'est effectivement la décision d'un de mes meilleurs amis fusionnels, qui était du côté de la pensée, de l'action, de l'affirmation, ce qui allait très bien dans cet espace qu'on nomme l'art contemporain, puisqu'il suffit au fond de dire et d'affirmer pour que les choses soient. Et là, nous avions un proférateur extraordinaire, ami, le type d'ami qui fait que quand on leur parle un quart d'heure ou qu'ils vous parlent, ils commencent vraiment à vous persuader que vous avez du génie. C'est un peu la réponse au conseil, comme ça. C'est trouver les bonnes personnes, comme ça. Ils vont vous renvoyer une image extrêmement positive de ce que vous pouvez être, même à votre propre étonnement. Et donc le duo que nous avons fait dans la publication de l'artiste, c'était un rédacteur en chef, Bernard Lamarche-Vadel, qui faisait son sommaire en un quart d'heure, parce que tout ça ne mérite pas plus d'un quart d'heure, distribution des textes, les textes revenaient, on donnait tout ça à un graphiste de génie, Hervé Perdriol, qui nous sortait cette revue qui a eu tout de suite la sympathie du milieu, format à l'italienne, carnet, papier très particulier. Et donc, la répartition des rôles, pour aller très très vite et pas rentrer dans le détail de la relation que j'ai pu avoir avec Bernard Lamarche-Vadel, Bernard était l'accélérateur et j'étais le frein, comme ça. Voilà. Et donc, ça allait, l'attelage fonctionnait. Et donc, ce qui s'est passé dans l'artiste, qui apparaît à un moment où le nom m'échappe, la revue Main Street d'art contemporain. Art Press. Art Press. Donc, Art Press existait déjà, et vous savez, avec cette impressionnante capacité à tomber tous les premiers du mois, avec un sérieux absolu, dont cette revue ne s'est absolument pas départie, noire et blanche comme un faire-part, comme ça, mais qui arrivait avec extrêmement de sérieux, et qui était d'un sérieux, au fond, choisi par cette revue, alors que nous arrivions sur une volonté marginale qui était au fond une partie de l'identité de Bernard, puisque je crois que rien ne lui convenait plus que la profération, y compris dans sa littérature, et qu'au fond, on n'a jamais autant exercé et constaté que l'organisation de la pensée à l'intérieur de l'art contemporain, la manière de donner les classements et les hiérarchies, ne dépendait que d'une affirmation. Et qu'il ne faut pas s'en priver, et que croire qu'il y aurait un ordre installé, qu'il faudrait apprendre
pour savoir si Jeff Koons est le meilleur, par exemple, ou le dernier. Ça n'est pas de saison. Il faut dire, il faut proférer, il faut que l'inondation du sens là, se produise à partir de chacun. Donc Artiste a été cette revue très, très aimée, très fétichisée. Un an après sa création, des mécènes fêtaient la première année d'Artiste au Palace, et nous étions tous dans cette surprise extrême devant des gens qui nous disaient mais vous êtes les Cocteau des années 80, vous participez à la fête. Effectivement, c'était assez déconnant, hein. C'est-à-dire que, je vous dis, la composition du numéro un quart d'heure, chacun allait écrire, tout le monde avait la boîte à outils de tout le structuralisme, de l'enseignement de Vincennes, etc. On savait écrire complètement verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait être attaqué nulle part, puisque c'était incompréhensible, comme ça. Et donc, c'était une jubilation, si vous voulez, comme un commando qui n'allait tuer personne, mais qui avançait comme ça, avec une force qui était celle de la profération. Moi, je vivais entièrement sur l'énergie de Bernard et Lamarche-Vadel. Et Bernard Lamarche-Vadel, de temps en temps, avait besoin du grand repos qui consistait à avoir un ami qui lui disait « ça suffit, ça déconne, c'est n'importe quoi ». Donc, il était tout à fait prêt à en convenir, d'autant plus que l'histoire, et là ça devient extrêmement sérieux, excusez ma voix que j'ai perdue dans une clim comme ça, je vais essayer de finir, d'autant plus que Bernard, la carrière de critique d'art de Bernard, qui s'est développée avec une facilité extrême, très fascinante dans son énoncé, au fond a toujours été pour lui quelque chose d'un peu dramatique, qui était un retard d'écriture, et d'écriture littéraire. C'est-à-dire que l'histoire de Bernard a été qu'au bout de 4-5 ans de vie publique en tant que critique d'art, tout le monde était persuadé que les 12 ouvrages les plus importants de sa production avaient déjà été publiés. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est positionné comme quelqu'un qui avait une œuvre. Et chaque dîner, chaque discussion, chaque moment d'échange nous prouvait qu'il y avait une œuvre. Sauf que l'œuvre n'existait pas. Et que toute l'histoire de la réussite du critique d'art a été un retard d'écriture littéraire jusqu'à ce que les circonstances arrivent à combler les rêveries qui étaient... Ça, c'était notre génération, c'est-à-dire fasciné un peu par le modèle d'André Gide, qui n'était pas de notre génération, était plus vieux encore. C'était l'érudition, la bibliothèque, très vite la collection blanche Gallimard, la NRF, Cuverville, c'est-à-dire le château, c'est-à-dire il fallait combler ces différents aspects d'une vie de production littéraire pour commencer à devenir écrivain. Quelle erreur, évidemment. Bon, pour moi, ce n'était pas un tourment, puisque j'étais l'amateur d'un milieu et l'amateur d'écriture et le lecteur, mais pour Bernard, ça a été une tension extrême. Et donc, disons qu'une fois que la reconnaissance a existé, que le château a été acquis en Mayenne, que les chiens couraient autour de lui dans les promenades, qu'il allait voir ses chevaux, la production littéraire est arrivée et sortie. Donc, inutile de dire que le tourment intérieur de l'écrivain, du poète ou du critique d'art, effectivement, est une chose d'une tension folle et qui ne... Et c'est pour ça que je vous disais au début que j'ai un peu du mal avec l'image de la componction qu'il y a autour de la figure du poète. C'est-à-dire que
ça chie des bulles, cette histoire de dire, écrire, vouloir. Et quand on demande un conseil dans les rangs, moi je me dis, mais c'est pas possible, c'est de la drague, c'est pas une vraie question. C'est de la drague absolue, c'est un désir tout à fait légitime d'entrer en contact. Alors pour entrer en contact, on peut dire n'importe quoi. Mais y a-t-il un créateur qui a demandé un conseil? Évidemment non, sauf dans cette ambiguïté qui est, il faut bien dire quelque chose pour entrer en contact affectif, libidinal, intellectuel, et qui fait que pourquoi pas la question sur le conseil. Je veux dire, elle est tellement nickel comme ça, avec un rôle générationnel aussi. Mais bien entendu, vous connaissez la réponse. C'est-à-dire aller voir, entrer dans ce maelstrom, et si en ressortant vous avez encore quelques plumes, voilà, ça va être formidable. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'accompagne avec comment dire, les mots d'une comptine. Et donc voilà, Artiste a duré 3-4 ans, et un jour, Bernard Marchwadel ne s'y est plus intéressé. Et c'était, vous savez, comme un fil qui se coupe, c'est-à-dire que toute l'équipe qui était là, avec des retours d'image absolument plaisants et formidables, fait que chacun est rentré chez soi, avec des occupations de métier institutionnelles ou intellectuelles, etc. Et voilà que l'histoire des revues, pour moi, renaît, vous voyez, dans cette amour-hostilité de la revue, de la poésie, puisqu'on peut en pratiquer beaucoup, avec la fréquentation de ce jeune homme qui a un travers qui est extrêmement précis, c'est que Didier Morin aime les vieux. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans une sorte de nouvelle perversion, comme ça. Et donc, moi, pendant quelques années, je le regardais fonctionner avant que mes traits soient en projet, comme ça. J'étais assez étonné et, au fond, assez impressionné en même temps de voir que la référence, même quand il s'agissait d'art contemporain, à comprendre, analyser, voir et rencontrer, que la référence était toujours quand même dans des moments marginaux, mais historiques, avec des révélations comme ça d'identité sur des circonstances de rencontres, de pensées qui complétaient largement le mainstream de l'histoire de l'art. Donc quand Maîtré est paru, la chose est devenue... Alors, cette formule que j'adore, que je lui ressors assez souvent, c'est Didier Morin aime les vieux. Une sorte de scéniphilie, comme ça. C'est un compliment. C'est un compliment, effectivement, parce qu'il faut se les faire, comme ça. C'est-à-dire les générations constituées, les générations qui ont pensé. Et quand Maîtré est paru, j'ai commencé à voir ce qui était en train de se passer et que je définirais, on n'en a jamais parlé avec ce caractère aussi direct, que je définirais en disant que Maîtré récolte, cueille, ravive, comme quand on met de l'eau sur des origamis japonaises, des choses parfois oubliées de l'histoire de l'art, des circonstances qui sont des circonstances souvent vécues et qui ramènent à ce que je vous disais, c'est-à-dire il faut y aller, il faut voir ce qui se passe dans le domaine de la création, c'est-à-dire c'est ni du livre, ni du texte, ni du papier, comme ça, ce sont des montages psychiques particulièrement pointus, et sa capacité à désigner dans la suite d'auteurs qui sont tous des auteurs de rupture, soit des moments, soit des événements, soit des choses qui se sont constituées, fait qu'au fond, il y a cette chose assez étrange qui est
l'intérêt silencieux, sans commentaire, de faits d'avant-garde. C'est-à-dire que les avant-gardes, ça peut se traiter par chapitre, voire où le concept commence, où le concept s'achève, trébuchant un peu avec support surface comme ça, qui a eu le malheur d'être la dernière avant-garde en France, avant-garde déclarée et jardinée. Et ce que Maitret ne cesse de montrer, c'est qu'au fond, dès que l'on s'intéresse à une biographie d'artiste qui fait que ça veut dire 2, ça veut dire 3, ça veut dire 4, ça veut dire des liens, ça veut dire des constellations, la seule chose qui demeure est là extrêmement utile pour toutes les générations qui viennent renouveler la question sur, au fond, qu'est-ce qu'un artiste, c'est que tous ces moments sont autant de clés, alors soit que l'on regarde à nouveau sans les comprendre, soit que l'on éclaircit par le phénomène simplement de les avoir réactivés, et Maitret à cette chose un peu étonnante qui est donc que c'est une histoire artistique, subjective, subvertive, qui s'installe sur l'histoire récente de ce qui reste d'une position avant-gardiste dans n'importe quelle position de créateur. La phrase est un peu longue comme ça, mais enfin si on fait le film à l'envers, ça dit que les avant-gardes ne sont pas mortes, les artistes, on ne les voit pas venir. Chaque fois que c'est eux qui le disent, c'est pas vrai. Les choses montent, elles sont inéluctables, elles ont une force, souvent un désordre et une violence qui fait que c'est un destin qui ne se fabrique pas. Simplement, quand on touche à des choses de ce type, effectivement, on peut avoir les clés, les conseils dont il était question, c'est-à-dire au fond de savoir si on veut vivre ça. Après la production, c'est une autre histoire, qui est une histoire qui est un peu en dehors de ce qu'on est en train de se dire. Et je voudrais conclure sur peut-être l'anecdote que nous avons partagée, c'est que ce garçon qui aime les vieux m'a harcelé. C'est-à-dire c'est une histoire de harcèlement, pour ne pas dire de viol comme ça, pour que je participe à Maitret. Et moi, ma réponse était « Tu m'emmerdes, je déteste les revues, quoi, de la poésie, quelle horreur, etc. » Grand jeu évidemment, puisque j'en connais la saveur et la musique. Et eh bien, il a gagné. Il a gagné puisque j'ai fait depuis plusieurs collaborations et j'ai senti en moi le petit frisson du poète intimiste, de celui qui pose son écriture, qui fait que la lumière change quand la profération du discours arrive comme ça. Bon, je me méfie énormément. Enfin, voilà comment marche le duo. Et je n'ai aucune réserve ce soir à mettre sur le même mur et la même image, telle qu'elle, qui a pour moi été une lecture générationnelle de lycéens, de jeunes étudiants, artistes, revue que j'ai fait avec aujourd'hui des gens qui s'en souviennent, comme ça, c'est assez drôle. Artiste, je n'ai pas participé aux 2 premiers numéros. Bernard un jour me dit « Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» Je lui dis « Écoute, je te dépose et je vais jouer au tennis, comme ça, c'était mon truc à l'époque. » Et puis il a eu une grosse colère en disant « C'est pas possible, la prochaine fois tu fais ça. » Il me donne un compte-rendu de lecture, je le fais. Puis le frisson de la publication, comme ça, s'installe. Et cette revue, voilà, c'était une aventure extrêmement fusionnelle, avec ce rythme que je vous révèle. Tout le monde ne le sait pas, où je vous dis la réussite
de Bernard critique d'art était un retard d'écriture littéraire, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile de triompher sur les textes courts, dans une certaine mondanité qu'il appréciait. Mais c'est vrai que lui a été un extraordinaire rassembleur de personnalités qui, au fond, n'auraient jamais ni publié ni écrit, et qui tout à coup se sont exprimés et ont été attachés à ça. Et quant à Maitret, je vous le disais, c'est pas de la filiation, c'est chaque fois un contre-exemple. Maitret existe dans une autonomie qui m'impressionne, et c'est pour ça, au fond, que j'ai cédé à la tentation pressante de Didier Morin. Voilà, une petite chronique de quelqu'un qui ne sait toujours pas s'il aime les revues et s'il aime la poésie. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, et en présence de Pierre Oudard, je dois vous dire que revenir à Lumini, dans un endroit comme ça, sophistiqué et cosy, 17 ans après avoir quitté cette école, c'est quand même un très grand événement, puisque nous, à l'époque, on jouait in the wild. Vous voyez, c'était comment trouver, je ne veux pas dire une chaise, mais un peu de confort, un peu de confort. Donc, c'est extrêmement plaisant de savoir que quelque chose se noue entre un bâtiment qui avait ce potentiel et puis des signes comme ça de voyage dans le siècle à venir. Donc je suis très heureux de voir des étudiants qui ont changé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus habillés pareil, vous n'êtes plus coiffés pareil, et c'est un sentiment qui mériterait peut-être un texte dans Maitret.